quelques questions, etc. Mais vraiment, ce qu'on vise, évidemment, sans pouvoir le provoquer par pure impersonnalité, c'est un truc de discussion avec les uns et les autres, etc. Que ce soit pas, on essaie de sortir du format interview face à face, interview interrogatoire, quoi. Et donc vraiment, faut pas hésiter à parler, voilà. Et donc, on vise 40 minutes à peu près, nous on a des questions, mais faut pas hésiter à intervenir entre temps. Et ensuite, les questions des uns et des autres. Voilà. Je sais bien que quand on dit ça, on ne sait pas, parce que c'est un peu bizarre, mais l'idée c'est que voilà, ça pose pas de problème de s'arrêter, d'hésiter, de se lever pour pisser, de se resservir un verre. Enfin, l'idée c'est que ce soit tout sauf un truc trop formel. On casse un peu les canapés avec intervieweur officiel et public. Ah bah oui, ça reste un peu, j'ai l'impression que ça reste un peu sanctuaire. Bah oui, Je me suis dit en même temps le canapé, je me sois pas parce que justement, j'ai l'impression que c'est l'intervieweur officiel, quoi, faut tout préparer et tout. Mais Serge, il a rien préparé du tout. Hein. Moi, je rien préparé. Il est venu avec une bouteille de vin, point. D'accord. Tu dis Merci du coup. Ok, on commence. Hein. Allez, Bon, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux d'ouvrir aujourd'hui une première, un nouveau format, un format vidéo. Ça s'appelle Lundi Soir et l'idée c'est que chaque semaine on va interviewer, on va mener un entretien avec des personnes qui nous intéressent parce que c'est des personnes qui ont écrit des choses passionnantes, parce que c'est des personnes qui ont des histoires à nous raconter et c'est surtout des personnes avec qui on a envie de penser. Et ce format, on veut le faire chaque semaine avec cette idée de ne pas être dans un exposé universitaire, de ne pas être dans un moment un peu solennel, mais plutôt d'être dans un moment d'échange, de discussion et de débat. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans les locaux de lundi matin, on a pas mal de gens qui sont ici présents. Et c'est plutôt un chouette moment parce que l'idée, c'est d'avoir un débat vif, animé et peut-être aussi un peu joyeux. Voilà. Et aujourd'hui, on a le plaisir, on est très content de vous accueillir, Jérôme Bachet. Et notamment autour d'un bouquin qui nous a interpellés, ça s'appelle Basculement. Ce livre, il nous a intéressés pour pas mal de raisons, et une des raisons essentielles, c'est que c'est un livre diagnostic-scénario, un livre qui propose un diagnostic qui prend pour point de départ en tout cas la question de la crise de la Covid, et ce que cette crise a pu révéler de notre présent, et ce moment d'interruption de monde qu'on a tous vécu, finalement au fond, n'a pas été que simplement quelque chose qu'on avait véritablement subi, mais c'était aussi quelque chose qui nous a révélé, peut-être aussi, en tout cas qui a porté au jour un certain nombre de problèmes de notre époque, et on va s'entretenir sur ce diagnostic. Et la deuxième chose qui nous a intéressé, c'est peut-être ce qui nous a le plus intéressé, c'est sur ce travail risqué de faire des scénarios, de proposer des scénarios, c'est-à-dire finalement au fond d'essayer d'expliquer ce que pourrait être demain et parler d'un basculement et de brèches qui s'ouvrent, et on a envie de s'entretenir avec vous sur ces brèches parce que tout simplement c'est celles qu'on a envie de saisir aussi. Et donc peut-être en première question, je t'ai pas présenté, je vous vois, tu vois, qu'importe, je t'ai pas présenté, mais peut-être que tu peux nous dire, te présenter un peu davantage et peut-être nous dire aussi qu'est-ce qui a présidé à l'écriture de ce livre dans ce temps-là, dans ce présent-là. Pourquoi écrire Basculement en 2021 dans la période que nous sommes en train de vivre? Oui, le livre, effectivement, il est né un peu dans le moment des suites du premier confinement et dans l'actualité de la crise sanitaire qu'on a tous vécu. C'est un bouleversement et puis effectivement un basculement. On a quand même basculé justement en quelques jours, en quelques semaines. On a en effet basculé dans une réalité complètement nouvelle, inédite, à laquelle personne ne s'attendait et qui a bouleversé l'existence de milliards d'individus partout sur la planète. Donc ça, c'est déjà un exemple de basculement. Et puis, ça a provoqué, comme chez beaucoup de gens, l'envie de comprendre un peu ce qui nous arrivait. Et bon, il y a même un article dans Lundi Matin que j'ai publié assez vite, en avril dernier, en avril 2020 plutôt, sur ces questions. Et à partir de là, effectivement, l'envie de reprendre un petit peu la réflexion aussi à partir de ce présent complètement surprenant et très difficile, qui nous a plongé dans une incompréhension et aussi qui a défait un peu toutes les grilles de lecture qu'on pouvait avoir jusque-là, et de reprendre à partir de là, dans ce contexte nouveau, la réflexion sur les perspectives qui pouvaient s'ouvrir et la volonté de reprendre un peu en main la question du futur, qui est une question difficile, problématique, polémique, qui ne va pas de soi, mais qui me semble importante et que j'avais déjà essayé d'amorcer dans un livre qui s'appelle Adieu au capitalisme il y a quelques années.
Et voilà, bon, il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis 2014, c'est la date de publication de ce bouquin. Voilà, le soulèvement des Gilets jaunes, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, toute la séquence des soulèvements planétaires en 2019, et puis bon, la crise du coronavirus. Voilà, et donc dans ce contexte spécifique, de reprendre cette question des scénarios possibles qui sont devant nous, enfin, en tout cas d'essayer de... Bon, on va revenir sur toutes ces questions, donc en gros c'est ça un peu l'idée de départ. Mais la première partie, en tout cas le livre commence sur un diagnostic de ce que la crise de la Covid a pu engendrer, en tout cas la négativité que ça a pu pointer. Et une des choses moi qui m'a frappé personnellement, c'est de voir comment en fait ce qui nous paraissait comme absolument immuable finalement était immensément fragile. Et est-ce que peut-être tu peux nous dire en fait ce que cette crise en fait aurait en tout cas porté très clairement au jour, même si ça précédait bien évidemment largement cette crise-là, mais quel est ce diagnostic en fait finalement des problèmes que la crise a pu porter au jour, a pu montrer à tous? Ouais. Alors le livre porte pas vraiment directement sur cette question-là, mais c'est le point de départ. Ouais, c'est le point de départ. Pour faire très gros, et je sais pas, ça ouvre certainement à énormément de discussions, il me semble qu'il y a quand même deux grandes lectures tendanciellement, enfin en tout cas dans celles qui peuvent nous intéresser le plus de la crise Covid. L'une, c'est celle qui se centre sur effectivement le renforcement de la gouvernementalité biopolitique, la dictature sanitaire, etc. C'est-à-dire en fait les effets des mesures prises ou non dans certains cas par les États, par les gouvernements. Et bon, là, on peut discuter à l'infini et débattre de ces questions. Et il y a effectivement, cette dimension-là est évidente et massive d'une certaine manière. Mais je pense que le problème avec des lectures qui se concentreraient uniquement sur cette dimension-là, c'est qu'on risque de se centrer sur des éléments qui sont importants, évidemment, mais qui ne sont peut-être pas l'ensemble des phénomènes importants qui se sont produits, et peut-être même pas les principaux. Parce que de toute manière, cet accroissement d'une gouvernementalité biopolitique, elle était déjà à l'œuvre, et bon, effectivement, la Covid a été l'occasion de renforcer ça. Mais l'autre aspect, c'est quand même la mise en difficulté du monde de l'économie. Pour moi, le monde tel qu'il fonctionne de manière dominante, c'est le monde de l'économie. C'est un monde qui est centré sur l'économie, qui n'est pas que de l'économie, mais qui est un monde qui est fait pour faire fonctionner les rouages de l'économie capitaliste. Et ce qui s'est passé à partir du déclenchement de la pandémie, c'est que c'est quand même quelque chose qui allait à l'encontre des règles habituelles du fonctionnement économique. C'est quand même la paralysie de l'économie mondiale dans des proportions c'était parmi les choses qui nous ont le plus stupéfaits. Bon, voilà, et avec tous les effets dramatiques du point de vue de l'économie capitaliste elle-même, et puis par ailleurs tous les aspects aussi réjouissants qu'on a pu constater, le retour des animaux dans les villes, la baisse des émissions de CO2, la disparition de la pollution, etc. Enfin bref. Mais donc cet élément-là, il fait que... Et en fait, cet élément-là, il a été provoqué par les politiques étatiques elles-mêmes. Ce sont les États eux-mêmes qui ont, par leurs décisions, bloqué les rouages de l'économie mondiale. Donc, tout d'un coup, ces gouvernements et ces États qui étaient les bons élèves de l'économie et de l'économicisation croissante du monde, ils ont été obligés par les circonstances à agir complètement à rebours de ce qui était leurs objectifs et leur manière d'agir habituelle. Et ça, en fait, c'est quand même lié au fait que le déclenchement de la pandémie est un effet contradictoire, si on peut dire, d'une contradiction qui est produite par l'avancée du productivisme capitaliste et de l'avancée généralisée des formes de l'économie marchande, à travers tous les mécanismes qui ont été longuement décrits sur ce qui provoque effectivement les zoonoses et ces nouvelles maladies qui passent des espèces animales à l'homme et qui peuvent effectivement se diffuser en pandémie planétaire, c'est quand même le résultat effectivement de cette accentuation du productivisme capitaliste qui produit des éléments qui finalement amènent à bloquer le déroulement même et le fonctionnement de cette économie mondialisée. Mais en même temps, je t'interromps, mais en même temps, dans le livre, tu expliques bien qu'il y a
qu'il n'y a pas réellement d'opposition entre le néolibéralisme et la reprise en main étatique de la crise. Et ça c'est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Donc oui, c'est la crise du néolibéralisme, et en même temps, l'État revient. Et en fait, toi, tu dis clairement qu'il n'y a pas d'opposition entre néolibéralisme et État, en réalité. Oui, premièrement, pour la simple et bonne raison que ce sont les États eux-mêmes, enfin en fait les gouvernements qui ont mis en place les politiques néolibérales. C'est-à-dire l'État a été l'acteur majeur de la néolibéralisation des politiques à l'échelle mondiale. Et donc en fait, ils ont été les acteurs de leur propre dépossession de certains éléments de contrôle des flux de capitaux, par exemple, etc., etc. Donc il n'y a pas effectivement d'opposition diamétrale entre effectivement les politiques néolibérales qui seraient simplement le tout marché, et puis l'État par ailleurs qui pourrait être le protecteur, une protection contre le tout marchand, quoi. En même temps, je me demande si on peut pas nuancer ce que tu dis sur l'économie qui a été à l'arrêt. Tu le sais très bien d'ailleurs. Si on peut même parler peut-être d'un basculement interne à l'intérieur de l'économie, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu les GAFAM qui ont fait un bond extraordinaire. Il y a eu on se dit, on peut aussi voir cette crise comme un rêve du capitalisme, c'est-à-dire les humains, on les tient tranquilles chez eux, ils travaillent, ils télétravaillent, une espèce de réalisation d'une utopie capitaliste. Les gens, on les laisse chez eux, ils télétravaillent, ils nous emmerdent pas dans la rue, et ça continue à tourner, quoi. Bon, oui, bien sûr. Non, mais il y a effectivement des secteurs qui en ont énormément profité. C'est les GAFAM, c'est évident. Il y a un doublement des bénéfices de toutes les principales sociétés qu'on appelle les GAFAM, Google en tête et compagnie, Amazon, etc. Enfin, bon, il ne faut pas les citer, mais... donc c'est évident qu'il y a certains secteurs qui en ont énormément profité. Il y a des procédures de contrôle des populations et du travail qui se sont accentuées. Mais globalement, quand même, il y a eu des mois où l'activité économique planétaire, elle a été réduite d'un tiers ou plus. Bon, c'est pas possible. Enfin, le capitalisme ne peut pas accepter d'avancer dans ces conditions. Et quand même, dans un certain nombre de pays, les choses ont tenu uniquement, effectivement, parce que les États, précisément, ont balancé des centaines de milliards. Et ils ne peuvent pas fonctionner comme ça de manière permanente. Oui, mais on peut penser que ça peut avoir la même fonction que ce qu'ont eu les guerres, par exemple, de transformation profonde du mode de production, d'un nouveau cycle de développement, d'une nouvelle manière de se développer pour le capitalisme. Je ne sais pas, hein, c'est grosso modo ce que je dis. Oui, mais bon, enfin, effectivement, une augmentation du télétravail, et ce qui permet aussi de fractionner, de cloîtrer les gens chez eux, Bon, effectivement, c'est un mode de contrôle efficace, mais bon, l'ensemble du système ne peut pas fonctionner uniquement en télétravail, c'est clairement pas possible. Et alors, bon, l'autre dimension, c'est que c'est vrai que ça implique... Alors, quel est l'effet de cette crise coronavirus? C'est-à-dire... et là, on a soit des gens qui, à un moment, disaient... alors ça y est, effectivement, on va basculer dans un monde d'après qui, tout d'un coup, va être complètement différent. Bon, ça, évidemment, on a vu que c'était une pure fantasmagorie. Ou alors, effectivement... Et sinon, l'autre discours, c'est... non, en fait, tout revient au même. Et en fait, voilà, c'est retour à la case départ sans aucune transformation. Mais en fait, on voit quand même... Il me semble que plus on avance, plus on voit qu'il y a quand même des inflexions. Alors, effectivement, il y a des choses qui se sont accentuées. On va dire effectivement le pouvoir des GAFAM, il s'est considérablement renforcé. La digitalisation du monde qui était déjà en cours et les formes de contrôle qui y sont associées, elles se sont effectivement complètement démultipliées de manière considérable. Mais sur d'autres plans, il y a effectivement des inflexions, et du coup des inflexions assez importantes en fait. Et bon, alors effectivement, il y a ceux qui en ont profité, c'est les GAFAM, c'est la numérisation. C'est quoi ? Et justement, quand même l'industrie pétrolière et l'industrie des énergies fossiles est quand même dans une situation extrêmement délicate, et ça ne fait que se renforcer. Et c'est pas uniquement du discours, à mon avis, c'est pas uniquement du discours, c'est-à-dire effectivement, de toute manière, toutes les grandes entreprises pétrolières, d'une part, ExxonMobil par exemple est sortie du Dow Jones par exemple.
Et on a vu quand même un remplacement en quelques années. Les plus grandes entreprises en termes de capitalisation boursière, il y a encore quelques années, 3-4 ans, c'était les grandes entreprises pétrolières. Maintenant, c'est les GAFAM. Donc là, il y a eu quand même un basculement interne au capitalisme qui, quand même, historiquement, repose sur les énergies fossiles. Et là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de changer au niveau de la constitution, au niveau de la composition du capital. Et par exemple, là, très récemment, enfin, au mois de mai, il y a plusieurs rapports, notamment de l'Agence internationale de l'énergie, qui invite, enfin alors qui jusque-là, qui historiquement a toujours soutenu les énergies fossiles et qui tout d'un coup dit non, il faut arrêter d'investir dans les énergies fossiles. Donc il y a quand même un revirement dans la composition du capital et dans la direction des investissements. Il y a aussi un rapport de la Banque Centrale Européenne qui invite les banques à diminuer leurs investissements dans les énergies fossiles, et puis des directeurs de grandes entreprises pétrolières ou des PDG qui disent que l'industrie du pétrole n'a plus d'avenir. Bon, c'était quand même les piliers du capitalisme tel qu'il a fonctionné dans une large partie du XXe siècle. Et en même temps, et donc ça, dans le livre, qu'ils sont déjà en train de... Oui, ils sont en train de passer à la transition énergétique et un autre mix énergétique qui ne change rien à la dynamique fondamentale du capitalisme, mais qui quand même... c'est quand même un changement, je pense qu'on ne peut pas négliger, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous expliquent depuis des années que le capitalisme est intrinsèquement lié aux énergies fossiles, qui s'est développé sur la base des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, etc., et qu'il va continuer jusqu'à la dernière goutte, et puis qu'il sera condamné à mourir sur la base de l'épuisement des ressources fossiles. Manifestement, il y a quand même un scénario qui se présente qui montre que ce n'est pas le cas. Enfin, ce lien historique qui a été fondamental depuis les origines du capitalisme est peut-être en train de se défaire. Donc c'est quand même pas rien. Et du coup, effectivement, les entreprises capitalistes qui sont à la pointe de l'essor actuel de l'économie mondialisée, c'est le capitalisme numérique, qui est porteur de formes de contrôle généralisé de la population qui sont catastrophiques, quoi. Enfin, voilà. Oui, de contrôle, et puis en même temps aussi d'énergie, parce que tout bêtement, quand on pense à Amazon et aux livraisons, enfin à la folie des livraisons que ça inclut, et même quand bien même elle passerait en hybride, en électrique, il y a une démultiplication des trajets, etc. Je veux dire, derrière ce numérique, il y a aussi très concrètement en fait un déploiement d'énergie numérique, mais aussi lié à... qui certes font changer, effectivement, bien sûr, c'est important cet aspect fossile, mais qui déplace quelque chose. On sait bien qu'en termes d'énergie, au fond, finalement, même si tous les véhicules livrant toutes les commandes Amazon et autres qui se déploient, passer tous en électrique, il faudrait 4 ou 5 centrales nucléaires en région parisienne d'ici quelques années, finalement. Oui. Alors, non, mais est-ce que c'est pas des petits déplacements, même si c'est important le fossile? C'est quand même pas un petit déplacement, c'est quand même le cœur la base de l'organisation du système capitaliste pendant quasiment un siècle. Donc c'est loin d'être négligeable. Mais je suis pas du tout en train de dire que le capitalisme va devenir beaucoup plus sympathique et merveilleux parce qu'il serait vert. Bon, même si on l'appelle capitalisme vert, ce qui n'est pas forcément une bonne expression parce que ça a l'air de lui donner un air un peu moins antipathique qu'avant. Non, c'est justement, c'est juste, enfin je suis juste en train de parler qu'il y a des signes, à mon avis, assez manifestes d'un capitalisme qui serait capable de faire une transition énergétique. Je ne dis pas du tout une transition écologique. Et on peut aussi penser ce qu'on veut de transition et d'écologie, etc. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit juste d'une transition énergétique, c'est-à-dire effectivement de pouvoir fonctionner sur une base énergétique qui n'est pas celle des énergies fossiles. Mais ça sera l'énergie nucléaire, ça sera les énergies dites renouvelables, mais sur une base de massification, d'expansion quantitative absurde. Et voilà, on sait ce qu'on peut penser des champs d'éoliennes au Mexique, par exemple, et dans bien d'autres endroits qui détruisent des territoires, des modes de vie, etc. Donc c'est la même, et avec tout ce que ça implique aussi d'extractivisme maximaliste en termes de terres rares ou tout le lithium nécessaire pour les batteries, etc. Donc c'est la même logique aberrante d'expansion sans fin et qui est destructrice à la fois de la nature, des modes de vie, etc. Donc c'est pas... Mais c'est quand même important, c'est quand même significatif.
Là, en fait, on est sur un état de diagnostic de mutation du capitalisme, en tout cas d'une situation que tu qualifies très clairement de très grande instabilité, on pourrait même dire de grande confusion quand même, parce qu'en fait, c'est assez dur de penser ce qui est en train de se passer là. Et du coup, le cœur de ton bouquin, et c'est peut-être aussi ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de dire il y a des brèches qui s'ouvrent. Il y a des portes très étroites vers l'avenir qui s'ouvrent. Il faudrait, à la fois tu dis que des secteurs sont en train d'être en crise, etc., et d'autres vont émerger, quoi. Et moi j'aimerais bien savoir en fait, ces fameuses brèches, quelles sont-elles, comment tu les perçois, quelle est là, cette porte-là qui est en train de s'ouvrir, comment tu l'aperçois, comment tu la racontes? Alors bon, oui, des brèches, on peut dire ça comme ça. Je reviens un tout petit peu en arrière quand même. Et alors effectivement, même cette question-là de capitalisme fossile, capitalisme de transition énergétique, rien n'est joué. Enfin, donc, en fait, c'est pour ça aussi, tu avais lancé le mot de scénario. En fait, il y a plusieurs possibilités. Mais c'est tout à fait possible que finalement, enfin, je dis qu'il y a une possibilité. Je suis désolé, je vais revenir à la question, mais je reviens quand même sur ce point. Donc il y a une possibilité que un capitalisme de la transition énergétique se mette en place, mais c'est pas du tout certain non plus. Les facteurs qui pèsent vers une continuation d'un capitalisme fossile qui de toute manière va aller jusqu'au bout et dans la destruction et le dérèglement climatique maximal qu'implique la poursuite d'un développement basé sur des énergies fossiles, c'est aussi tout à fait possible. Donc c'est des tensions à l'intérieur même de ce système-là. Il y a d'autres basculements internes aussi quand même, effectivement, sur le rôle de l'État qui est quand même peut-être... Alors c'est pas qu'on soit en train de sortir du néolibéralisme, mais il y a quand même des éléments qui vont éventuellement dans ce sens-là. Il y a la question du rôle de la Chine, enfin la croissance de l'hégémonie chinoise, mais en même temps avec quand même une incertitude. Et donc du coup... il me semble que c'est une situation qui est marquée par, en effet, comme tu disais, une extrême incertitude, des tensions très fortes, des facteurs de crise systémique qui sont majeurs et qui ne vont que s'accentuer dans la mesure où, de toute manière, les effets des catastrophes que provoque le développement du système capitaliste ne vont que s'amplifier. Bon, on a eu cette pandémie, on est peut-être en train d'en sortir, mais il y en aura peut-être une autre dans 1 an, dans 2 ans, peut-être encore pire que celle-là, avec des taux de létalité de 10, 20, 30%, je ne sais pas, enfin c'est absolument pas impossible. Et les effets du dérèglement climatique, ils vont se faire sentir de manière catastrophique de plus en plus dans les années qui viennent. Et tout ça crée des difficultés, il faut quand même, enfin il me semble qu'on peut le souligner, pour le développement du système capitaliste lui-même. Voilà. Moi j'ai une question donc, pour rétropédaler. Ouais. Non, rétropédalons. Non, avant de passer sur la question des brèches, moi il y a un truc, il y a une phrase qui m'a interloqué dans le livre où tu dis on croit pertinent de résister à la tentation de considérer la crise du coronavirus comme un moyen d'imposer une dictature biopolitique à travers des impératifs sanitaires. Dans la plupart des cas, la crise du coronavirus a mis en évidence les hésitations, les louvoiements et les défaillances des gouvernements plutôt que leur toute-puissance. Et alors moi ça m'a vraiment beaucoup intéressé cette phrase. Alors ce qui est paradoxal, c'est que tu évacues cette question. Tu dis même à un autre moment dans le livre, c'est pas l'endroit d'en parler. Mais j'ai l'impression que ça touche quand même sur les effets de la Covid. Ça touche une question qui moi me paraît vraiment importante. C'est-à-dire que pardon. Je ne sais pas si je vais être très clair, mais en gros, j'ai l'impression qu'on assiste à une espèce de polarisation très nette entre, d'un côté, la parole gouvernementale, les mesures gouvernementales sanitaires, et de l'autre, tout un tas de... Enfin, pardon, je vais reformuler. C'est comme si en fait l'espèce de toute puissance étatique qui s'est affirmée au moins dans les contraintes, donc on a à la fois un État qui est complètement fébrile parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de masques, etc. Mais la réponse à ça, en tout cas en France et dans plein d'autres pays, ça a été effectivement un truc biopolitique très fort. Vous restez chez vous, du jour au lendemain tout le monde doit rester chez soi, etc. Et ça, j'ai l'impression que ce que ça a fait naître, c'est une défiance tout à fait saine vis-à-vis de la parole gouvernementale, et donc une recherche d'alternative au discours gouvernemental. Mais cette recherche d'alternative à ce discours-là, elle semble aussi avoir produit une vague de complotisme et de conspirationnisme absolument inédite, où
où d'un seul coup, les gens, enfin voilà, on comprend bien, on n'a pas envie d'être d'accord avec le gouvernement, et en même temps, ça signifie que les gens d'un seul coup se retrouvent à se dire ah bah ça va être super si on lèche des pierres, on va plus avoir le Covid ou le cancer quoi. Et ça en fait, j'ai vraiment l'impression que ça fait dispositif, c'est-à-dire que d'un côté, soit on suit le gouvernement et donc on est un mouton et machin, soit on est défiant et auquel cas on sombre dans des trucs un peu foufou. Et donc toi tu t'évacues cette question, et pour autant moi j'ai vraiment l'impression que politiquement il y a un vrai enjeu là-dedans, notamment parce qu'il y a beaucoup de nos amis, de gens proches, etc. qui ont vraiment une aspiration vers ces récits alternatifs qui est très grande, mais aussi parce que cette aspiration, à mon avis, elle dit quelque chose d'assez paradoxal et très intéressant, c'est que en fait c'est comme si cette défiance de l'État, plutôt que de constater à un moment, à une période où précisément le fondement même de la gouvernementalité, c'est-à-dire le gouvernement, c'est la capacité de prévoir, d'anticiper, de gérer, au moment même où l'appareil étatique montre qu'il n'est pas en mesure de gérer, d'anticiper, etc., et ben d'un seul coup, il y a une espèce le discours complotiste, il se dit ah mais en fait s'il gère pas, c'est qu'en fait il gère beaucoup trop bien, et en fait ce qu'il veut à la fin des fins, c'est nous mettre de la 5G dans le bras avec les vaccins, etc. etc. Et donc, ce que ça signifie politiquement, c'est qu'il y a une part conséquente des éléments subversifs en France aujourd'hui, qui, pour contrer la parole d'État, en fait, vient lui donner une espèce de rôle absolument central et absolument surpuissant, où en fait, il n'y a pas de sortie de ça, parce que quoi qu'il arrive, à la fin des fins, c'est une manipulation de l'État qui est vraiment beaucoup trop fort, etc. Et ce nœud-là du complotisme et ce dispositif entre l'anticomplotisme de l'État qui ne tolère aucune autre parole que la sienne et la polarisation complotiste qui suce des pierres pour aller mieux, ça fait vraiment dispositif, et ça laisse assez peu de place à une manière d'appréhender la question qui serait peut-être plus intéressante, enfin en tout cas moins impuissante en fait, parce que dans les deux cas on reste impuissant. Ouais. Alors je sais pas que j'évacue la question, c'est que c'est pas le sujet que traite le livre, quoi. Mais c'est une question évidemment éminemment importante. Et effectivement le déferlement de la vague complotiste, c'est aussi quelque chose qui mérite des analyses plus fouillées certainement que celles que je suis capable de formuler. Donc voilà, c'est vraiment un... Mais bon, alors ce qu'on peut dire, il me semble que d'une part le point commun entre la lecture, la critique que je faisais au début, c'est de la lecture qui serait exclusivement centrée sur la question de la gouvernementalité biopolitique, et les thèses complotistes, c'est effectivement peut-être le risque de surestimer la force de l'ennemi étatique, de l'acteur étatique. Oui, et encore une fois, parce que c'est vrai qu'il y a... Moi, il me semble dans le récit qui est fait de ce qui s'est passé cette dernière année, il me semble qu'il manque quelque chose. C'est que moi, ce que je trouve extrêmement frappant, c'est l'incroyable docilité avec laquelle la moitié de la population, au moins la moitié de la population mondiale, du jour au lendemain, a accepté de s'enfermer. Je trouve ça, mais j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte de l'énormité de l'événement. Le fait qu'on ait pu intégrer si vite, d'accepter des contraintes incroyables. Après, bien sûr, on les acceptait en râlant, en disant oui, le gouvernement ci, le gouvernement là, tout ça, mais on les a quand même acceptés, et en gros, la population s'y est conformée. Alors, après, on peut réfléchir sur ce que moi j'appelle docilité, on peut l'appeler conscience mondiale du fait qu'il faut affronter la pandémie. On peut aussi le comprendre comme ça. Enfin, je pense que ça mérite qu'on s'arrête 5 minutes là-dessus quand même. Ouais, mais alors, bon, moi, mon expérience aussi, c'est lié au fait que je vis la moitié du temps en France et l'autre moitié au Mexique. Et le Mexique, ça fait partie des pays qui sont complètement de l'autre côté du truc, c'est-à-dire au contraire, les États sont caractérisés par le fait de ne prendre aucune mesure et de n'imposer aucune mesure. Comme au Mexique. Au Mexique, oui. Comme au Brésil, je veux dire. Oui, comme au Brésil, comme aux États-Unis avec Trump, etc.
Bon, et avec un discours complètement délirant qui était du président mexicain mais de toute manière, la pandémie va rien nous faire à nous au Mexique parce qu'on est un grand pays et puis on a des images pieuses qui nous protègent, enfin bon, des machins comme ça, y compris de la part d'un président qui est censé, qui est classé selon l'échiquier politique classique à gauche, progressiste, etc. Bon, et donc du coup, ça veut dire que c'est les gens eux-mêmes, en particulier les communautés indiennes, qui sont amenées à s'auto-organiser dans la défense contre la pandémie. Et là, précisément, les zapatistes, dès le jour où nous, on était confinés en France, le 15 mars 2020, eux, ils prenaient des décisions, justement, de fermeture de leur territoire, de fermeture des caracoles zapatistes, et donc d'une auto-organisation de la santé, non pas du point de vue de diktat émanant des autorités gouvernementales, mais auto-organisées, face à l'inaction gouvernementale. Donc ça change quand même. Oui, mais c'est ça que j'aimerais qu'on trouve à un moment donné l'occasion de parler, parce que je pense que c'est très important de réfléchir à la prochaine pandémie. Comment on va réagir, c'est-à-dire que est-ce que les zapatistes ont quelque chose à nous apporter là-dessus, c'est-à-dire notre désarroi face à ça, c'était dû à notre incapacité à nous auto-organiser pour affronter la pandémie. Cette pandémie, c'est étrange parce que c'est un peu comme au début des Gilets jaunes, en fait. Au début des Gilets jaunes, les gens comprenaient rien parce qu'ils avaient tous des théories qu'ils avaient lues partout. Moi, j'ai l'impression comme nous, on avait un peu trop lu Foucault, Agamben, Esposito et tout ça, on s'est dit, c'est bon, il y a la pandémie qu'on nous a décrit. Donc, vous savez, un peu comme dans la Bible, le type, ils attendaient l'apocalypse, voilà, donc ils avaient leur texte. Et peut-être qu'on avait une lecture toute faite, et peut-être qu'il faut repartir, ce que tu dis. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il faut repartir de ce que vivent les gens, comment ils ont vécu ça, pourquoi. Ce que tu dis, pourquoi ils ont obéi. C'est ça qui va être difficile, un peu comme les Gilets jaunes, quand c'est parti. Moi je me rappelle, on était le premier place de la Concorde, tout ça. Tout le monde nous disait ouais c'est des fachos, c'est les émeutes de 34 qui redémarrent. C'était pas les émeutes de 34 qui redémarraient, ils avaient juste un mauvais logiciel. Et peut-être que moi quand je discute avec des biologistes et tout ça, ils me disent votre logiciel de Agamben, tout ça, il c'est bien, mais c'est un peu vieillot quoi. Et alors c'est pas pour ça qu'il faut jeter Foucault avec l'eau du bain, hein, mais vous voyez, c'est l'impression que ça me fait. C'est juste dans la dichotomie que tu as fait entre les lectures. Et pour finir, c'est-à-dire effectivement, là on a l'impression qu'on est parti pour pas du tout tirer les leçons de cette pandémie, quoi. Et donc il faudrait les tirer à la fois sur le plan des mesures à prendre, et donc du coup que penser des mesures prises par les États ou pas prises, etc. Et quelles sont celles que nous on devrait prendre pour s'auto-organiser face à un problème de santé publique qui est majeur et qui pourrait être beaucoup plus grave dans une pandémie qui aurait des caractéristiques plus sévères. Bon, et donc c'est un truc, un élément à réfléchir sur lequel il y a des leçons à tirer. Et puis aussi les leçons à tirer qui sont... Alors je reviens sur l'autre aspect, c'est-à-dire que là on parle aussi des mesures, on analyse la pandémie uniquement sous l'angle des mesures qui ont été prises ou pas. Mais il me semble qu'il y a quand même l'autre question qui est celle des causalités des pandémies. Et les causalités des pandémies, encore une fois, c'est le cycle des zoonoses, etc. Et voilà, même des organismes officiels. Expliquez les zoonoses, justement. Le fait que des maladies virales passent des espèces animales à l'humain. Et en gros, les causalités de ça, elles sont assez bien connues, elles sont multiples. Dans le cas du SARS-CoV-2, on ne sait pas, puisqu'il n'y a vraiment aucun élément fiable pour déterminer quelle est la causalité spécifique. Mais c'est quand même un phénomène qui s'est accentué depuis la fin du XXe siècle et surtout depuis les années 2000 avec le SARS, le premier SARS, le MERS, le Zika, Ebola, etc. Donc il y en a des nouvelles pandémies virales, il y en a tous les 2-3 ans, quoi. Bon, donc il y en aura une prochaine, c'est à peu près inévitable. Bon. Et les causes, c'est la déforestation qui met en contact des animaux sauvages qui sont les vecteurs de ces virus avec les habitats humains, ou c'est l'élevage industriel, donc les méga élevages avec des centaines de milliers de volailles ou de porcs, etc., qui sont aussi des vecteurs de transmission et de passage entre une espèce sauvage et l'homme par le biais d'une espèce domestique. Donc il y a des éléments, il y a des éléments de causalité qui font que, effectivement, et ça c'est l'expression de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, on est entré dans l'ère des pandémies. Et si rien ne change, il y en aura de plus en plus et de plus en plus graves. Donc
Et donc ça, on devrait quand même réfléchir, et c'est quand même insensé que personne quasiment s'intéresse à cette question de pourquoi on a ces pandémies qui nous tombent dessus. Et si on ne change rien, on en aura d'autres. Hein. On en aura d'autres tous les 2-3 ans, et bon, alors elles peuvent ne pas se développer comme le Covid, voilà, mais elles peuvent aussi se développer et être beaucoup plus dramatiques. Et donc, à minima, il y a des gens qui devraient logiquement se mettre à réfléchir, y compris au sein des logiques systémiques actuelles, sur qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça se développe aussi rapidement. Je ne sais pas, limiter la déforestation, etc. Et comme ça ne se fait pas, en gros, il n'y a pas d'autre. Je veux dire, c'est un facteur, ça ne fait qu'ajouter un facteur de... Normalement, si on était capable de produire un discours un peu articulé, de délégitimation du monde de l'économie, qui est quand même responsable non seulement de nous foutre sur la gueule le dérèglement climatique avec tout ce qui va nous tomber dessus, et des pandémies qui vont se multiplier. Donc je veux dire, on devrait... Enfin, je sais pas, c'est quand même un truc tellement monumental que ça devrait être un facteur qui amène à se bouger pour transformer une réalité qui produit ce genre de choses. Oui, mais après, c'est pas vrai que personne n'a conscience de ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc qui est massif. Le seul truc, c'est que ce que ça impliquerait, c'est en réalité prendre ça au sérieux. Ça impliquerait une sortie totale et intégrale de l'économie, ce que absolument aucun gouvernement. Non, bien sûr, mais d'accord. Non, mais les gens que nous sommes et d'autres autour de nous devraient s'emparer de ce truc-là. Et même encore une fois, même au sein du système, tu pourrais au moins te dire que tu vas prendre des mesures pour essayer de limiter la déforestation, par exemple. Et ce qui est tout à fait envisageable. Je veux dire, et c'est intéressant de le constater, parce que ça veut dire que même un truc qui serait... Qu'est-ce qu'il y a à faire pour lutter contre la déforestation? C'est des mesures qui consisteraient à dire, par exemple, on interdit l'exportation et l'importation de produits qui sont issus de la déforestation au Brésil ou en Indonésie, par exemple. Donc des produits qui contiennent de l'huile de palme qui sont issus de la déforestation en Indonésie. Bon, c'est pas très compliqué. On peut tout à fait... ce serait envisageable de faire ça même. Mais c'est pas du tout envisagé. Mais c'est pas du tout envisagé. Donc c'est bien la preuve que, de toute manière, alors que même il y a des solutions quand même relativement simples, c'est pas si simple que ça. Il faudrait, évidemment, ça aurait une incidence majeure pour l'économie de ces pays-là. Donc, mais tu peux imaginer des mécanismes de compensation. Enfin, je veux dire, dans le cadre du système, tu peux produire des mesures qui seraient... pas si monstrueuse que ça, compte tenu des effets, je sais pas, les conséquences économiques de la pandémie actuelle, ça se chiffre en je sais pas combien de milliers de milliards de dollars, quoi. Donc c'est pas, mais ça ne se fait pas. Voilà. Mais nous aussi, par rapport à une perspective de critique de ce monde de l'économie, ça devrait être un élément majeur, me semble-t-il. Je reviens juste sur un truc que tu avais dit avant par rapport à l'auto-organisation dans les communautés zapatistes. Justement, comment ils ont été touchés en fait par cette pandémie? Enfin, est-ce que l'auto-organisation a finalement été efficace par rapport peut-être au reste du Mexique ou Oui, ils ont expliqué que ça a été efficace. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont restés chez eux enfermés, parce que de toute manière, quand tu es paysan et que tu vis à la campagne et que tu vas cultiver ton champ, tu vas cultiver ton champ, et puis c'est pas en allant cultiver ton champ que tu vas attraper le virus. Donc les gens ne se sont pas enfermés chez eux, mais ils ont pris des mesures de limitation des déplacements, de mise en quarantaine pour les gens qui revenaient de l'extérieur, et des choses comme ça, donc qui ont été efficaces. Donc, c'est des mesures contraignantes et voilà, mais qui ont été efficaces manifestement. Est-ce qu'on peut revenir sur les brèches? Oui, j'aimerais bien qu'on revienne sur les brèches, c'était la question initiale il y a 15 minutes. On a voulu faire un petit... Non, c'est pas grave, voilà, et donc on n'a pas non plus décrit l'ensemble de la configuration actuelle, mais il me semble quand même qu'elle est marquée par une extrême instabilité, d'où une imprévisibilité aussi qui est croissante. Parce que quand même, si on reprend la séquence depuis 2017-2018, on n'a qu'une succession d'événements totalement imprévisibles. Pas totalement imprévisibles, parce que même la pandémie, elle était largement prévue, mais enfin, personne ne pouvait dire que ça allait se produire à ce moment-là et sous cette forme-là spécifiquement. Mais la séquence, c'est d'abord le soulèvement des Gilets jaunes. Donc, tout le monde tombe de sa chaise. Ça nous est tombé dessus aussi. La séquence des soulèvements dans un nombre de pays dont on ne peut pas faire la liste tellement elle est longue en 2019, et puis 2020 craque la Covid. Donc je veux dire,
Donc ça n'est qu'une succession d'événements qui bouleversent chaque année totalement le panorama, en l'occurrence planétaire. Bon, quelle va être la prochaine, je ne sais pas, mais il y aura une prochaine. Donc on est dans une situation d'extrême instabilité. Et c'est pour ça que l'idée de basculement, c'est aussi que voilà, il y a des facteurs massifs, mais on ne peut jamais dire qu'il y a un seul chemin qui fait que tout va aller dans ce sens-là. Voilà, on est dans cette espèce d'incertitude. Et quand une situation d'incertitude augmente, la gamme des possibles s'élargit aussi, et même des possibles qui sont complètement opposés les uns aux autres, en fait, deviennent curieusement plus probables également les uns que les autres. Et dans ces possibles, dans cette gamme des possibles, il me semble qu'il y a quand même aussi, même si on a l'impression pour le moment d'être quand même écrasé effectivement par toutes les formes d'imposition que la pandémie a permis, voilà, quand même une accentuation à la fois ce qu'on a vu quand même dans la pandémie au plus fort de ce moment de contrôle de toutes les vies par les puissances gouvernementales, quand même des pratiques d'entraide qui se sont multipliées, des tentatives quand même pour faire exister des formes d'auto-organisation et d'entraide. Bon, ça c'est dans ce moment-là. Et puis plus globalement quand même, je pense que ce que représente le soulèvement des Gilets jaunes et le cycle des soulèvements planétaires, c'est quand même une accentuation de ces possibilités d'explosion, de colère, du fait que les gens sont à bout et que on est au bout de ce qui est supportable, et que il y a ces explosions de colère et aussi de construction dans ces soulèvements qui n'ont pas été, alors on peut dire que ça a été gelé par la pandémie, mais c'est pas complètement sûr non plus. Et c'est sûr que non, il y a eu et donc et il me semble quand même que aussi les facteurs de délégitimation du système, la conscience de plus en plus grande des inégalités, le ras-le-bol général face à des conditions de précarité, de pauvreté croissante, etc. Ne fait que s'accentuer. Donc on est face aussi à des possibles qui vont dans ce sens-là et qui accentuent aussi et puis des facteurs des phénomènes de désadhésion, de désertion dans des professions de plus en plus variées. Donc tout ça quand même compose la possibilité que des formes d'expérience qui étaient là déjà avant cette séquence-là puissent se multiplier. Donc pour faire exister ce qu'on peut appeler des brèches, moi je parle d'espaces libérés, d'espaces autonomes, de construction de mondes qu'on peut appeler communaux aussi, ça serait un peu le centre de l'hypothèse du livre, donc l'émergence de mondes communaux, qui est quelque chose qui est en tout cas a priori ce à quoi on a plutôt envie de contribuer, quoi. Et peut-être juste avant parce que j'imagine qu'on va pas mal consacrer de temps à ces mondes communaux, mais moi je trouve que ce titre de basculement, et ce que tu expliques sur le fait que ça fasse pièce un peu au scénario linéaire de l'effondrement, à toutes ces choses-là, je trouve, je crois qu'effectivement on le trouve tous très ça nous interpelle, et à plusieurs... sans déployer des images, mais au bout du compte, on a quand même ce sentiment, je crois que c'est un peu la frustration de beaucoup, que c'est plus du culbuto que du basculement, qu'on a une oscillation qui revient constamment. Disons qu'en ayant rêvé ce monde d'après, qu'on était revenu au monde d'avant, que ce qu'on croyait être une forme de basculement et une oscillation qui revient sur un axe. Et je me demandais, là c'est presque une question... oui, je me demande peut-être historiquement, comment on peut penser ces moments où vraiment, alors là on pensait un peu un schéma accumulatif, c'est-à-dire il y en a trop, puis à un moment ça va vraiment basculer ou ça va vraiment glisser, mais je me demandais si historiquement tu pensais à ce moment, parce qu'autrement on voit tous à la fois cette docilité effectivement, c'est-à-dire ce fait que quand même on est tous quand même on a été beaucoup tous dans l'attente de ce que nous disaient les experts. On a attendu un temps infini avant de faire des masques, avant de prendre des initiatives finalement personnelles, quoi. Donc ce basculement subjectif, ce qui fait que soudain on se sent soi-même autorisé à bouger et massivement, et
c'est quoi ce moment où ça bascule vraiment, où ça fait plus que le buto, quoi, où finalement ça penche définitivement, et donc ça, à la fois une question, je sais pas, très très vaste, hein, sur nos subjectivités. C'est quoi le moment où on n'en revient pas à l'effet immédiat, enfin au bénéfice immédiat, c'est-à-dire en fait on voit bien le schéma, on est tous d'accord, enfin tous ou un grand nombre, on voit bien que ça va dans le mur, que c'est pas possible, mais il y a le bénéfice immédiat, il y a toutes les têtes de gondole qui attirent, tout ça, et puis il y a une forme de docilité, enfin voilà, l'État est infaillible, et donc même quand il est faillible, on va faire de la théorie pour le compléter, hein. Donc à quel moment finalement on lâche un peu tout ça globalement, et voilà, c'est une question plus générale, et en même temps je me demandais dans les exemples historiques s'il y a des choses que toi tu vois comme répétition ou comme schéma de moments où est-ce que c'est vraiment la saturation, est-ce qu'il faut vraiment être arrivé à un degré de misère, est-ce qu'il faut une catastrophe plus forte, parce que oui, on devrait tous penser, enfin l'État devrait penser arrêter la déforestation, à prendre des mesures, on aimerait tous que les mesures soient prises au fond contre le plastique, et voilà, et nous-mêmes on ne peut pas arrêter, tirer le frein. C'est 2-3 questions confuses, mais oui, alors bon, d'abord effectivement tu as raison de rappeler que le titre, enfin la notion de basculement, elle s'oppose au schéma unilinéaire de l'effondrement selon les collapsologues. Bon, il y a plusieurs usages de la notion d'effondrement, mais effectivement celle qui est la plus diffusée, c'est celle qui provient effectivement des best-sellers de la collapsologie. Donc c'est un scénario unique, fatal, donc un effondrement fatal, un seul scénario. C'est pour ça que, et alors basculement, c'est basculement au pluriel. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement il y a plusieurs orientations possibles dans une situation d'incertitude, et en fait c'est pour ça que là ce que tu évoques, ça, c'est l'idée d'un basculement complet qui irait vers l'option qui nous conviendrait le mieux, c'est-à-dire voilà, un basculement post-capitaliste. Mais même ça, c'est pas forcément à penser comme un basculement post-capitaliste. Parce que, en fait, justement, un point, à mon avis, quand même très important, c'est par rapport aux visions classiques, c'est qu'il ne peut pas y avoir un basculement post-capitaliste. C'est forcément des basculements vers des mondes capitalistes qui sont forcément multiples, différents, divers, et qui nous font entrer, en fait, dans un monde de la multiplicité. Donc, il n'y a pas forcément un seul chemin vers une sortie en fait du capitalisme. Mais un refus. Un refus de la frustration constante. Soit un refus, soit oui, enfin différents phénomènes qui vont se combiner et qui sont liés à l'affirmation, à la multiplication à l'émergence croissante de ces mondes communaux. À des dynamiques qui vont accentuer, il y a la question des blocages qui est important dans le livre, ou de dynamiques de soulèvement populaire qui vont effectivement s'amplifier, possiblement, on n'en sait rien, mais c'est une possibilité. Et puis tout ça quand même dans une situation de ce que j'appelle une crise systémique, qui fait que sans être condamné à un effondrement inéluctable, quand même ce monde de l'économie rencontre des obstacles de plus en plus grand, qu'il arrive plus ou moins à surmonter, mais en créant à nouveau des difficultés sans cesse plus grandes. C'est pas forcément toujours de plus en plus grave, mais parce qu'effectivement il y a là aussi la transition énergétique possible qui change la donne possiblement. Donc tout ça, voilà, je peux pas dire, c'est pas un modèle de ce que serait ce basculement vers une sortie du monde capitaliste. Et historiquement, c'est pareil, c'est très difficile. Enfin, c'est une question immense, ce que tu proposes. Il faut faire des années de réflexion collective là-dessus. Et en fait, on a très peu de choses. En fait, la réflexion justement sur, la transition sur les transitions dans les transitions historiques. Et finalement, c'est une question très classique, notamment dans le marxisme, mais qui a abouti en fait à pas grand-chose, et donc qui est vraiment complètement à reprendre. Et bon, on n'est pas très avancé là-dessus, mais ça mérite des enquêtes, même historiques, énormes, quoi. Est-ce que c'est progressif ou c'est brutal, souvent ? Oui, c'est ça, et c'est des grandes discussions, mais je pense que c'est extrêmement difficile parce que de toute manière, ça serait une erreur de penser que les transitions ou les basculements, ils vont se jouer de la même manière dans les systèmes historiques passés que
dans une éventuelle sortie de l'univers capitaliste. Mais bon, évidemment, alors évidemment, la première chose qu'on pourrait dire, comme ça, à vue de nez, c'est que si on se penche sur les transitions antérieures, c'est pas franchement réconfortant parce qu'elles se jouent quand même dans des durées extrêmement longues. Et ça suppose... Et bon, moi, par exemple, il y a un point qui m'importe pas mal, c'est d'aller à l'encontre, justement, de lectures très gradualistes des transitions du passé. Et je pense qu'il y a effectivement des longues périodes qui préparent, donc qui accumulent des facteurs, et puis il y a souvent des moments de reconfiguration brutale, relativement rapides, qui ont besoin en même temps de tous ces facteurs qui se sont accumulés pendant extrêmement longtemps. Mais l'échelle, c'est quand même, pour le passé, c'est quand même plusieurs siècles. Mais heureusement, on sait que l'histoire s'accélère, donc c'est un élément important. Et effectivement, de toute manière, les dynamiques, tu vois bien que le système capitaliste, c'est un système... alors là aussi, il y a des discussions historiques sans fin. Enfin, grosso modo, il n'existe que depuis 250 ans, quoi. Enfin, depuis le XVIIIe siècle. Même s'il y a d'autres disent que c'est le XVe, d'autres disent que c'est le XIIe siècle, etc. Bon, mais donc c'est un système qui s'est formé et qui est sur une période de 250 ans et dont on peut considérer qu'il est dans des phases de crise structurelle ou systémique majeure actuellement. Bon, donc les choses peuvent aussi se passer un peu plus rapidement. C'est pour donner un petit peu de morale que je vous dis ça. Donc si je comprends bien... C'est un peu à l'emporte-pièce. Je l'avoue sans... Si je comprends pas non plus du tout le sujet du livre, mais bon... Si je comprends bien, c'est le grand retour de l'événement. Mais je me dis, on parle du capitalisme un peu comme on parle d'un monothéisme planétaire. Des monothéismes, il y en a plusieurs. Et est-ce qu'il n'y a pas finalement, ce qui crée le retour de l'événement, est-ce que c'est pas simplement la multipolarisation du capitalisme? Parce que ce que les Chinois appellent le capitalisme, ce que les Américains appellent le capitalisme, ce que les Russes le capitalisme ou des Africains, c'est pas le même. Est-ce que c'est un système? Si, c'est un peu quand même le même, parce que quand même on est, notamment depuis... alors quand même, de ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est quand même fondamentalement... depuis les années, fin des années 70, années 1980, la création d'un marché mondial qui jusque-là n'existait pas. Avant, il y avait des marchés internationaux, mais un marché mondial n'a jamais existé jusqu'à ce moment-là. Donc c'est le passage à une économie effectivement mondialisée, c'est l'élément crucial du néolibéralisme, et c'est ça qui fait une rupture et qui crée une nouvelle forme du système capitaliste, avec d'autres facteurs, le rôle du secteur financier, etc., etc. Bon, il y a beaucoup d'autres facteurs. Et donc ce qui s'est mis en place dans les années 80, c'est quand même un système mondialisé, avec une interdépendance de tous les acteurs, et notamment de la Chine et des États-Unis. On parle de la Chine-Amérique, et bon, il y avait effectivement des facteurs d'interdépendance économique majeurs qui font que leur destin était lié. Et c'est peut-être effectivement ce qui est en train possiblement de se défaire. C'est un des scénarios possibles. Encore une fois, c'est pas absolument certain, mais c'est quand même quelque chose qu'on est en train de voir émerger. Et sur cette question justement du statut de la Chine, il y a quand même une inflexion majeure qui est aussi en train de se jouer. Et bon, voilà, maintenant tout le monde parle d'une nouvelle guerre froide, mais c'est de la rhétorique en partie. Mais il y a quand même effectivement une inflexion possible. Un des signes, c'est très récemment l'Union européenne qui a suspendu l'accord général sur les investissements avec la Chine, qui avait été décidé fin 2020 et qui a été suspendu. Et bon, donc là, la doctrine européenne à l'égard de la Chine a quand même s'est infléchie de manière assez sensible. Et donc ça, c'est quand même un marqueur d'une transformation. Donc il peut effectivement faire éclater l'économie mondiale en plusieurs blocs. Ça serait une des possibilités. Les économistes professionnels envisagent cette possibilité, qui n'est pas du tout assurée, mais qui fait partie des possibilités. Oui, Jérôme, après la phase diagnostique de ton livre, il y a la phase un peu programmatique. Ouais. On est censé y arriver, donc. Sur l'après-monde, mais justement avant d'y arriver, je voulais poser une question un peu intermédiaire, je suis désolé. C'est la question d'après. La phase programmatique, on y reviendra, mais justement il y a quelque chose dans ton livre qui m'a interrogé, c'est l'absence du conflit quelque part. C'est-à-dire on passe du chapitre 1 au chapitre 2 dans un monde d'après où des communes existent, sauf qu'entre les deux il y a la phase conflit social, et je me demandais un petit peu quelle place tu lui accordais dans ta réflexion, quoi. Non, le conflit il est partout. Tous les différents scénarios qu'on peut évoquer, ils dépendront
la corrélation de force qui va se jouer et de ce que les gens, de ce que tout le monde, nous y compris, fera ou ne fera pas. Donc c'est les actions des uns et des autres qui vont déterminer lequel des scénarios envisageables ou possibles, lequel des possibles va effectivement advenir. Et bon, c'est plus le dernier chapitre. Alors effectivement, on passe de la situation actuelle à une espèce de projection dans un futur post-capitaliste, mais on revient à l'étape intermédiaire que tu évoques, c'est le dernier chapitre qui est plus sur les questions stratégiques et donc qui évoque dans cette... voilà, enfin, on ne passera pas à un monde post-capitaliste comme ça par la vertu du Saint-Esprit et par l'effet de la bonne volonté de tout le monde. Bon, c'est lié à des conflits, à des affrontements, à des soulèvements, à tout ce qu'on voudra. Et voilà, ça dépend aussi de la force qu'on est capable de construire. Ouais, mais justement, voilà, sur ce point, moi c'est un truc, je te le dis franchement, c'est un truc qui m'a un peu titillé, c'est que, en fait, ce que j'ai compris, c'est que, en gros, il nous faudrait constituer des espèces de contre-mondes, des dehors, quoi. Des dehors dans cette société capitaliste, quoi, dans laquelle on va essayer d'expérimenter d'autres manières de vivre, d'autres façons de faire, etc. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit que le propre de la civilisation industrielle et du capitalisme, c'est justement de ne pas tolérer les dehors, de les détester les dehors, de faire en sorte que l'immense majorité de la population est incorporée dans la société, quoi. Et quand les dehors existent, les zadistes pourraient en parler et bien d'autres pourraient en parler. En fait, en réalité, c'est soit il y a un devenir institutionnalisé, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand l'action est consistante, elle se frotte en fait à la possibilité de l'institutionnalisation. Et quand on refuse cette institutionnalisation, il y a de la répression, quoi. Et je prends un exemple, mais ça peut paraître vraiment bateau ou anecdotique, mais la fête de la musique mardi dernier était frappante pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a des jeunes qui ont été enfermés pendant plus d'1 an et qui sont en train, en fait, tout simplement de créer un petit dehors là, très lumineux, très momentané, très provisoire, qu'importe, quoi. Et peut-être qu'il n'a pas forcément énormément de consistance. Qu'est-ce que fait le pouvoir ? Moi, ça m'a frappé, en fait, que le pouvoir matraque, quoi. Parce que le pouvoir, en fait, il n'aime pas la joie, il n'aime pas la vie, il aime la résilience, quoi. Et je me dis que, quand même, on doit affronter cette question qui est quand même un peu essentielle, c'est les forces qu'on doit affronter, quoi. Et ces forces-là, on en parlait tout à l'heure avec quelques-uns d'ici, c'est des forces militaires, c'est des forces de police, c'est des forces qui ont un intérêt absolument vital à ce que la vie ne s'épanouisse pas, quoi. Et donc, du coup, la question quand même qui est posée, c'est que dans cette phase un peu très incertaine, on est aussi dans une composition de force à affronter, et comment on la qualifie et comment on arrive en fait à affronter le réel, quoi. Oui. Non mais bon, tout ça évidemment on peut pas le nier. Ouais. Et donc il faut à la fois reconnaître la force de l'adversaire, et on a notamment sa force répressive. Bon, enfin, je crois que il n'y a pas de possibilité d'échapper à ce constat-là. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus surestimer sa force, et malgré ça, il y a quand même des choses que tu appelles de l'ordre du dehors, ou des expériences d'espaces libérés, d'espaces autonomes, etc., qui existent, qui ont existé, qui existent encore, qui sont en train de se développer, qui font effort pour émerger. Et cette réalité-là, elle existe aussi. Donc on peut pas, si on affirme d'emblée que de toute manière c'est pas possible, que toutes ces expériences-là elles sont pas possibles parce qu'elles sont vouées soit à s'institutionnaliser, soit à être réprimées et à disparaître, il me semble qu'on se coupe quand même d'une possibilité d'action et d'une possibilité surtout de réalisation, de construction de mondes concrets qui sont déjà le début de l'expérimentation de ce qu'on souhaite. Il ne s'agit pas de dire que c'est impossible, mais il s'agit de dire qu'en fait, très concrètement, dès que ça te donne de la consistance, tu te heurtes en fait à des forces qui sont, dont on doit prendre la mesure, quoi, clairement. Oui, il faut en prendre la mesure, mais une fois qu'on a fait ça, il faut quand même essayer de faire émerger ce qu'on croit pouvoir faire. Et il y a quand même, sous des formes extrêmement différentes, parfois plus antagoniques, parfois dans un conflit plus fort, donc qui risque la répression de manière plus forte, ou de manière plus ou moins plus interstitielle, en passant entre les gouttes de la répression. Mais voilà, il y a quand même un tissu d'expériences
qu'on peut dire communales, de pratiques d'entraide, de pratiques de construction collective, de lutte pour sauver des lieux, etc. Bon, et les dynamiques, par exemple, de reprise de terre, de défense des terres agricoles en milieu urbain ou pas urbain aussi d'ailleurs, bon, ce sont des choses qui se mettent en place et à partir desquelles se nouent des expériences de construction d'autres formes de vie qui sont malgré tout qui nous conviennent plutôt mieux que celles qui sont entièrement prises dans les logiques du monde marchand, quoi. Donc voilà, on retombe toujours sur la question si on ne parle que, on ne conçoit le changement qu'à travers des communes qui s'étendent, et puis c'est le fameux développement de Léopard, les archipels de communes, etc. Le problème, c'est que ce qui a été soulevé là à l'instant, c'est que on va très vite se trouver face à une puissance qui est la puissance étatique. Et on a pu constater, tu parlais des Gilets jaunes, on a pu constater récemment que la puissance étatique, elle a été remise en cause, pas par des gens qui expérimentaient une forme de vie, sauf qu'on peut dire peut-être, sauf à dire que les ronds-points, c'était des espèces de ZAD ou des ébauches de communes. Il y a de ça. C'est vrai qu'il y avait, sur les ronds-points, il y avait la recherche d'une vie commune et que ça a donné de la force. Mais quand même. Et l'élaboration. Enfin, il y a vraiment eu de la vie commune sur les ronds-points. Oui, mais le moment de l'ébranlement, c'est quand même quand il y avait du monde sur les Champs-Élysées qui marchaient vers l'Élysée, quand il y avait des gens qui criaient, des milliers de gens qui criaient révolution sur les Champs-Élysées pendant que le Fouquet se brûlait quand même. Et ça, c'est un vrai ébranlement, quoi. Ouais, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec cette opposition-là. C'est-à-dire que je pense que si on prend le mouvement des Gilets jaunes, précisément ce qui a ébranlé l'État, à mon humble avis, c'est précisément les deux en même temps. C'est-à-dire que c'était à la fois l'attaque au cœur de la métropole, etc., et à la fois les ronds-points. Et on voit bien qu'à partir du moment où tout s'est décalé des ronds-points par la répression sur le centre-ville et la représentation, etc., les palais n'étaient pas vides, mais en tout cas les palais étaient militarisés, et ça fait. Donc pour le coup, c'est un peu les deux pans qui ont donné la puissance et l'assise. Si tu veux, moi je trouve que quand on parle de basculement, c'est important de revenir à la question de comment. La question qui a été posée tout à l'heure, c'est comment les basculements. À quel moment le basculement est effectué, quelle est la forme de l'ébranlement. Et c'est vrai que ce que je pense, je dis pas que c'est ce que tu dis, mais c'est un danger dans ce que tu dis, c'est de concevoir seulement cette construction, une construction horizontale comme la seule possible face à l'État. C'est-à-dire que je pense que pour penser l'ébranlement, c'est aussi penser une organisation qui participe de l'ébranlement. Et une organisation qui n'est pas simplement la mise en réseau de manière de vivre. Alors dans ce chapitre-là, je ne sais pas si c'est normal. C'est bon ? La petite proposition qui est au centre du dernier chapitre, c'est effectivement, ça part du principe que, en me référant d'ailleurs au débat qu'il y avait eu chez toi d'ailleurs, entre Damasio et Lordon, Grand Soir versus Petits Îlots Archipel, et que c'est un débat biaisé à mon avis, et donc sur cette question-là, effectivement, c'est assumer d'abord la métaphore des petits îlots, elle est quand même un peu malvenue parce qu'elle nous enferme effectivement dans des choses microscopiques qui sont perdues au milieu de l'océan de la domination capitaliste, et donc qui sont un peu mal partis pour espérer l'emporter. Et de manière plus générale, effectivement, l'idée de la croissance, la seule croissance des espaces libérés, autonomes, etc., il me semble qu'on peut faire le constat qu'elle est insuffisante. Et donc la petite proposition, c'est en fait conjoindre
l'émergence de mondes qui sont de mondes communaux, qui sont les mondes qui pourraient nous ressembler, enfin, qui correspondent à ce qu'on peut, les modes de vie qu'on peut juger désirables, et des dynamiques de blocage sous tous les aspects possibles, qui supposent aussi des dynamiques d'accentuation de la conflictualité, pour répondre à la question de tout à l'heure, y compris jusqu'à des dynamiques de soulèvement, d'insurrection, de soulèvement populaire, qui peuvent être effectivement des moments de basculement. Mais ces moments de basculement, et ça revient à la question de tout à l'heure, ces moments de basculement qui mettent effectivement l'affrontement à la hauteur de l'enjeu face aux forces systémiques. Et on peut aussi suggérer, c'est ce que je fais dans le livre, que le basculement ne peut c'est une question de rapport de force qui se joue à ce moment-là, mais effectivement l'ampleur des mondes communaux qui auraient émergé, ou des expériences préalables, en fait, elle est déterminante pour assurer ce basculement. Parce que dans cette expérimentation des mondes communaux, c'est là où commence à se tisser la capacité d'auto-organisation, les savoir-faire techniques et l'expérimentation de subjectivité qui serait entraînée à la coopération plutôt qu'à l'individualisme, etc. Enfin, dynamique individuelle, égoïste, etc. Et donc c'est tout ce dont on a besoin dans un moment d'affrontement qui peut être un moment de basculement. Et ce moment de basculement, il ne peut... un des facteurs essentiels, il y a le rapport de force d'un côté, et puis il y a effectivement cette accumulation d'expériences, de savoir-faire collectif qui ne peuvent se faire que préalablement, et en particulier dans des expériences qu'on peut dire communales. Voilà. Et c'est ce que un peu la thèse du Grand Soir me semble oublier, puisque dans sa version lordonienne, par exemple, on va dire, ah oui, les ZAD c'est très bien, mais en fait, c'est quand même des petits machins qui riment pas à grand chose. Et donc, du coup, cette thèse-là, elle minore toutes les expériences préalables, alors qu'elles ont un rôle décisif dans le basculement, justement. Juste sur les zapatistes, il y a une question qui à chaque fois, je me demande comment fonctionne la police, en fait, à l'intérieur, quel type de police s'est développé et comment ça fonctionne. J'imagine que tu es bien placé pour répondre. Oui. Alors, il y aura bientôt un excellent livre aux excellentes éditions Divergence qui abordera ces questions. Donc, un petit moment de publicité anticipée. Alors, il y a des tâches de police vraiment minimales, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, on peut opter pour les deux options de réponse, quoi. Soit dire, oui, effectivement, il y a une police, parce qu'il y a certaines personnes qui sont chargées de tâches qui sont des tâches de police. Mais en fait, ça a tellement rien à voir avec ce qu'on peut entendre par police que, je ne sais pas si ça mérite d'avoir le même nom. C'est-à-dire, les charges de police, c'est des charges électives. Dans les villages ou dans les communes autonomes zapatistes, c'est 4-5 personnes du village qui sont élues en même temps que le conseil municipal et qui ont cette charge pendant 2 ou 3 ans. Et mais qui continuent à vivre comme tout le monde et qui sont requis à certains moments quand on a besoin de quelqu'un. Donc les tâches de police, en gros, c'est intervenir quand il y a des situations de violence familiale, par exemple, ou autre. Quand il y a des fêtes avec des foules comme ça, il faut un petit peu organiser la façon dont les gens sont disposés pour pas qu'il y ait d'accidents. Et c'est convoquer quelqu'un dans des... S'il y a un litige qui est soumis aux autorités de justice autonomes et que les personnes concernées ne répondent pas à la convocation, donc il y a quelqu'un qui va les chercher. Voilà, c'est tout ce qu'ils font. Voilà, c'est ça la police dans les territoires zapatistes. Et donc c'est pas un corps professionnel, c'est pas un corps répressif, c'est un corps qui a une autorité et qui peut imposer une décision prise par les autorités autonomes, mais qui n'est ni professionnalisé, ni spécialisé, ni armé d'un arsenal répressif, qui serait un organe répressif au service d'une autorité étatique qui est là pour contrôler. Voilà. Non, la justice autonome a éliminé quasiment complètement la prison.
Non, moi j'ai une autre remarque. Alors, en fait, moi, on a lu ton livre notamment avec un de nos éminents collaborateurs, Jacques Fradin, que je salue quand il regardera ça, évidemment. Et alors, en l'occurrence, à la suite de la lecture du livre, il était un peu, il disait ah non mais ça va pas du tout. En fait, donc sur la deuxième partie, en fait, essentiellement, on va dire programmatiste. Voilà, il faudrait que ça se passe comme ceci, comme cela, etc. Et il disait, mais non, il m'a envoyé un long message en me disant, non, ça va pas, on reste vraiment dans une métaphysique très occidentale, très chrétienne de quelle est la visée, quoi, dans quel Éden on doit à la fin arriver, et dans le fond, cette angoisse de ce que pourrait être un autre monde que le monde de l'économie, que le monde du capitalisme, c'est la même chose, répondre, vouloir y répondre, c'est-à-dire essayer de faire des plans sur ce que ça pourrait être, des projections, etc. Dans le fond, on se retrouve toujours à être dans une espèce d'ingénierie sociale, à se dire, en fait, si on arrête de produire tel truc, si on fait comme ceci, si on fait des assemblées, etc., etc. Et lui, toute l'espèce de philosophie qu'il essaie de déployer, c'est de dire, en fait, ce stress même de ce qu'on devrait viser, en fait, fait partie de l'enfer occidental et économique dans lequel on est, et en fait la seule éthique possible, c'est la seule éthique qui se déploie possiblement, c'est au sein du réel, au sein de la bataille, et dans le fond, alors dans son message, une petite pique un petit peu marrante, il disait, dans le fond, le bouquin de Bachet et le bouquin de Lordon se répondent, en fait, ils sont pas d'accord sur les moyens employés, mais dans le fond, ils sont dans la même logique qui est de s'extraire de soi et de regarder le réel un petit peu par-dessus pour voir comment est-ce qu'on pourrait l'organiser différemment. Je vois que c'est une question un peu philosophique, etc. Mais voilà. Ouais. Qui veut parler là. Tu veux répondre juste à ce que je disais ou... Ouais. En fait, ça fait écho à ce que je me demandais aussi, comment on fait pour s'extraire de soi et prendre du champ pour essayer de penser quand on est épuisé. Parce que vous décriviez très justement la manière dont ce temps d'incertitude permanente, c'est pas le coup d'état permanent, quoique, c'est l'incertitude permanente. Et il y a un effet sur le collectif, mais aussi sur l'individuel, l'intime, d'épuisement en fait, parce qu'il faut sans cesse, Barbara Stiegler, il faut s'adapter, donc il faut tout le temps s'adapter. Et comment on fait pour prendre du champ quand on est épuisé? Excusez-moi. Oui, t'es pas obligé d'avoir les réponses à tous les problèmes du monde. Je vous prends pour mon psy, mais... Une petite remarque à faire. Pardon? Je vous prends pour mon psy, mais... Oui, là, il y a beaucoup de monde, peut-être, pour faire une séance. Ouais, mais il faut pas que j'oublie la question d'avant, c'est ça. Non, mais vas-y, réponds. Mais oui, je sais pas, il y a peut-être des gens qui savent mieux parler de l'épuisement et de la fatigue. C'est pas à moi que doit être posée la question, en fait. Donc, il est dans le micro. Moi, la question de l'épuisement m'intéresse énormément et je pense qu'elle a. Je crois que j'essaie de faire de l'épuisement quelque chose qui ouvre à des devenirs et des devenirs. En fait, je préfère parler à un épuisé où je pense qu'il a beaucoup plus de. Comment dire. Malgré tout, en fait, il a beaucoup plus d'énergie parce qu'il s'accommode plus, en fait. Et donc, je le trouve très intéressant. Mais du coup, en fait, on va vraiment s'éloigner. J'aimerais bien qu'on prenne vraiment un temps sur cette question de l'épuisement à un autre moment parce qu'en fait, c'est hyper important, me semble-t-il, quoi. Je prendrais trop de temps là-dessus et peut-être j'aimerais bien en parler par contre. Bon, et moi aussi ça me paraît important, c'est pas pour me défausser de la question, c'est juste parce qu'il y a des gens qui ont plus réfléchi là-dessus, donc ça c'est logique que ce soit en l'occurrence toi qui réponds, mais ça sera plus tard. Donc du coup je suis désolé, je reviens à l'autre question. Je sais pas ce que je pourrais dire parce que c'est vrai que c'est une question tellement importante que j'ai pas non plus envie de pas répondre, mais bon, ça sera pour après aussi, voilà.
Ouais. Non, la difficulté truc... du programmatisme, quoi. Enfin, oui, toi, oui. Ah non, mais attends, parce que j'essaie de... Ouais, bah, les apatistes aussi, ils se fatiguent. Si ça peut être rassurant, je sais pas. Mais bon, parce qu'ils sont quand même dans une lutte de construction, justement, d'une autre forme d'organisation, d'un monde communal qui, pour le coup, a quand même une consistance assez importante. Mais tout ça, c'est face à la fois à un harcèlement de l'ennemi, répressif, contre-insurrectionnel, tout ce qu'on voudra. Et puis bon, avec des tâches à accomplir qui sont épuisantes. Donc il y a aussi des apatistes qui sont fatigués et bon, qui se retirent de l'action, au moins temporairement, quoi. Donc ça fait partie, voilà. Mais après aussi, je sais pas, c'est aussi en s'épaulant et par les apatistes qui sont en train d'arriver, c'est aussi l'occasion de le dire, c'est que là on est en train de parler, mais justement le voyage zapatiste, la première délégation zapatiste a touché terre en Galice avant-hier, donc ça y est, ils sont en Europe et donc cette aventure du voyage zapatiste pour la vie va sans doute se déployer dans les semaines qui viennent, notamment en France. Donc voilà, il y en a d'autres qui prennent le relais. On a le droit de se reposer aussi, ou on a le droit de faire autre chose, quelque chose de son épuisement. Et puis voilà, mais pour qu'une lutte comme la lutte des zapatistes avance, effectivement, il y en a d'autres qui prennent le relais. Ceux qui viennent ici, on verra s'ils sont épuisés ou si, au contraire, c'est peut-être pas... voilà, après 50 jours en mer, je sais pas. Bon, voilà, enfin désolé, c'est pas vraiment une réponse, mais... ouais. Et donc, alors la question sur le... Voilà. Ah non, pas que tout ce truc. Alors bon, c'est une question aussi très importante. Et bon, j'assume complètement le geste de se tourner vers le futur. Enfin, c'est un peu le même que dans Adieu au capitalisme. Et enfin, moi, il me semble que c'est important. Et je récuserai, j'espère pouvoir récuser la qualification de ce que je fais comme, de ce que je propose là, comme étant programmatique. Enfin, pour moi, c'est pas programmatique. C'est une réflexion sur des possibles. Mais je ne dis pas du tout que ni que ça va se passer comme ça, ni que ça doit se passer comme ça. Et de toute manière, encore une fois, la question pour moi de la multiplicité des formes que pourraient prendre des mondes post-capitalistes est telle que de toute manière, ça n'est qu'une option parmi des centaines ou des milliers d'autres. Donc c'est la différence avec le programmatique qui déjà suppose que c'est la solution et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc pour moi c'est pas programmatique et c'est pas un plan au sens où je dis pas il faudrait prendre telle mesure, il faudrait faire ci, il faut faire ça. Juste c'est une réflexion sur les grandes orientations des possibles et d'abord qu'est-ce que ça signifie d'être débarrassé des modes de constitution de la réalité sous l'imposition des normes capitalistes. Donc déjà, puisqu'on sait ce que c'est ce truc-là, on peut au moins commencer à imaginer ce que ça signifie de retirer ça et qu'est-ce que ça ouvre comme possible. Par ailleurs, il y a des expériences. Bon, déjà après c'est pas comme ça, ça plane pas complètement dans l'air. Il y a une base réelle pour moi qui est l'observation de l'expérience zapatiste. C'est à partir de cette expérience-là, de ce qu'elle me semble poser et de ce à quoi elle semble inviter, différentes possibilités auxquelles elle invite, qui sont ce que j'essaye de prolonger. Et de le prolonger en essayant de lui donner du sens dans un contexte très différent qui est davantage le nôtre. Et puis il y a des expériences des formes de vie, des modes de vie non capitalistes qui ont existé. Donc on peut aussi les regarder. Évidemment, il ne s'agit pas de les reproduire, mais à partir de le mode de fonctionnement, on a des éléments. Donc on a quand même des éléments concrets qui sont réels, qui ne sont pas forcément présents, mais qui sont, ou certains, comme les apatistes, sont présents, qui permettent de réfléchir, à des grandes orientations et à des possibles. Voilà. Donc c'est pas de la planification pour moi. C'est de l'anticipation. En fait, je fais une différence entre anticipation et planification. Planification, c'est exactement la forme occidentale moderne de l'anticipation, mais on peut penser des formes d'anticipation qui échapperaient à cette logique
qui est caractéristique de la modernité occidentale. Et donc il y a une possibilité justement de s'emparer du futur et de la réflexion sur ce que peuvent être des mondes post-capitalistes qui ne relèvent ni du programmatique ni de la planification dans sa logique moderniste classique. Et justement, dans ces anticipations, c'est des anticipations un peu heureuses que tu développes, et en tout cas celles qui nous intéressent. C'est des possibles désirables. Ouais. Voilà. Et en même temps, en fait, justement, il y a aussi des devenirs peut-être beaucoup plus sombres, beaucoup plus crispés, des devenirs fascistes, des devenirs complotistes, des devenirs polyistes, des devenirs... C'est les plus probables. Hein. Ouais. C'est les plus probables, justement. C'est évident. Oui, je peux... non, oui, enfin, c'est la poursuite de la domination capitaliste, et éventuellement dans des scénarios, effectivement, un capitalisme fossile qui est celui qui va jusqu'au bout de la dévastation généralisée, de la crise systémique, etc., et qui n'a comme moyen de contrôle des populations que la position la plus autoritaire et néofasciste. Bon, et on le voit, on l'a vu à l'œuvre, et donc et ça peut continuer à aller dans cette direction-là. Donc c'est pour ça, c'est pas le scénario. Ça consiste pas à dire voilà ce scénario qui serait le scénario forcément qu'on peut juger le plus désirable. Voilà, c'est ça qui va se passer. Mais ouvrir cette question du futur et s'en emparer, il me semble que c'est ça a une vertu aussi pour par rapport à notre énergie présente. C'est-à-dire si on se dit qu'il n'y a pas d'autre solution pour s'en sortir que de sortir de toutes les manières possibles de la domination capitaliste, si on n'est pas capable de dire un tant soit peu à quoi ça peut ressembler ou ce que ça peut signifier simplement, je sais pas, moi je pense que c'est qu'on se prive, on se prive de quelque chose qui est un facteur d'énergie pour l'action présente. Je pense que c'est absolument essentiel de faire des anticipations, comme tu dis. Peut-être faudrait-il aller plus loin encore dans l'anticipation, se reposer à nouveau frais des questions comme celles qui ont été posées dès le 19e siècle à travers le marxisme, comme celle de la disparition de l'argent, par exemple, ce qui peut sembler énorme, mais qui est quand même une question concrète et pratique, en fait. Et puis, surtout, moi, ce que je pense, c'est que faire de l'anticipation, pourquoi faire ? C'est pas pour faire de la simple contemplation du futur, c'est pour que nous, on puisse intervenir d'une manière ou d'une autre. Et notre intervention, c'est ça, c'est la question, pour moi, c'est la question essentielle, en fait. C'est quelle forme peut prendre notre intervention, et en fait, c'est la question de la stratégie aussi. C'est-à-dire du choix des cibles. Est-ce qu'on pense que ça et ça, il vaut mieux qu'on se prépare à faire ceci ou cela plutôt qu'autre chose, tu vois. Et ça, c'est une question d'organisation, c'est une question qui va au-delà de la construction de mode, enfin, qui est autre chose que de la construction de mode de vie. Oui, c'est une question de l'organisation révolutionnaire. Je suis désolé, je suis pas en train de dire qu'il faut ressusciter le fantôme de la forme partie, mais en tout cas se reposer la question d'une organisation entre les gens minimale qui réfléchissent au prochain coup, parce que pour moi le prochain coup c'est pas forcément une pandémie, ça peut être aussi une énorme catastrophe écologique qui conduira de la même manière à ce que l'État reprenne en la main en disant je vais vous sauver la vie. Qu'est-ce que nous on aura à opposer à ça, tu vois, voilà. Tout à fait d'accord. Effectivement, la stratégie là est évoquée non pas au sens programmatique, encore une fois, mais simplement au sens de s'orienter dans le champ des possibles pour déterminer les formes d'action qui sont les plus souhaitables pour renforcer notre force, pour essayer d'avancer. Voilà. Et sur ce point aussi, les zapatistes utilisent une image qui me paraît intéressante, qui est celle du sablier. Et en fait, le sablier, c'est aussi une manière de revendiquer l'anachronisme. Alors, nous, ils disent
Ils insistent sur le fait qu'ils sont complètement anachroniques, donc eux, ils n'ont pas des montres digitales, ils n'ont même pas des montres à ressort. Mais bon, ils utilisent... donc il y a une volonté justement de rompre les logiques modernistes en revendiquant l'anachronisme. Bon, de façon aussi humoristique en fait. Mais, et le sablier aussi, c'est l'emblème de leur méthode en quelque sorte, puisqu'ils disent ce qu'on voit sur une montre avec les chiffres, non, ça celle-là elle est pas. Mais bon, on voit juste la seconde qui s'affiche, juste l'instant, hein, et donc effectivement on est dans un monde où la tendance est la temporalité présentiste, qui est concentrée uniquement sur l'instant présent. Et le sablier, en fait, c'est si on veut vraiment concevoir une lutte qui a quelques chances d'avancer, comme on peut le faire les apatistes jusque-là, en fait, le sablier, ça permet de voir l'instant, le grain de sable qui tombe, mais pour que ce grain de sable de l'instant dans lequel on est prenne sens, il faut pouvoir voir aussi tous les grains de sable qui sont déjà tombés, donc qui représentent le passé, donc c'est à la fois la mémoire vive, une connaissance historique, et tous ceux qui ne sont pas encore tombés, donc tous les grains de sable qui sont en fait les futurs possibles, quoi. Ouais, donc l'instant présent n'a de sens que si on est capable de le relier à l'ensemble des dynamiques passées et les possibles du futur. Justement, sur l'expérience zapatiste, tu avais une dernière Ah non, vas-y, pardon, je vais pas que oui, je me demandais dans tout ce que tu connais de cette expérience, est-ce que c'est vraiment une stratégie, une méthode, on a repris le terme, mais qui a marché, qu'est-ce qui a fait que ça a pu quand même se pérenniser? C'est ça, c'est du présent progressif, hein, tu dis bien qu'il y a de la lutte, mais est-ce que c'est parce que c'est une pensée justement anticipatoire? Qu'est-ce qui a transformé l'essai? Basculer. Là, c'est encore une vaste vécu question. Quand même, sur du récent. Il y a une foule de facteurs en fait, donc c'est toute une histoire très spécifique, donc évidemment n'est pas reproductible, donc il n'y a pas une méthode, en ce sens-là il n'y a pas une méthode. D'abord il faudra mieux leur poser la question à eux puisqu'ils vont être là, donc ils auront certainement une réponse beaucoup plus avisée que la mienne. Mais bon, d'abord il y a ce qui crée un rapport de force, parce que ça a commencé par un soulèvement armé. Bon, donc ensuite, ce qui a fait le socle de l'expérience zapatiste, c'est la construction de l'autonomie. Donc justement, la construction d'une expérience d'autogouvernement, d'auto-organisation, qui permet de déployer des modes de vie qui sont les leurs, qui sont ancrés dans la communauté indienne, mais qui se transforment aussi, qui assument le fait de se transformer et de ne pas rester ancré dans une espèce de mythe intemporel. Mais ça, en fait, cette construction d'autonomie, donc justement une construction de mondes communaux, elle est articulée à un soulèvement armé, à un moment où justement ils ont créé l'espace par la force. Alors c'est la force militaire, mais bon, elle est très faible objectivement par rapport à celle de l'État mexicain, évidemment. Mais en fait, c'est une conjonction entre cette action militaire, la capacité d'autodéfense que donne la possession des armes, et l'espace politique en fait qui s'est créé sur la base du soutien à la fois national très, très large de la population mexicaine, allié avec d'autres luttes indiennes dans tout le Mexique ou d'autres luttes de manière plus générale au Mexique, et un soutien international aussi qui a été extrêmement important. Donc c'est la capacité à maintenir une force politique sur la base du soulèvement armé pour construire cette expérience d'autonomie qui est aussi le point important, c'est qu'il y a toujours une articulation entre cette construction de l'autonomie qui est forcément localisée, qui est ancrée dans les territoires, mais qui a toujours cherché à éviter l'enfermement dans une expérience strictement localiste, puisqu'elle a toujours été articulée avec des propositions à l'échelle du Mexique et avec une dynamique internationale très forte qui a consisté à organiser des événements internationaux pendant très longtemps, depuis 1996 jusqu'à très récemment, et puis maintenant précisément à aller à la rencontre des luttes sur les 5 continents. Bon, maintenant pour l'instant c'est l'Europe, mais leur projet c'est les 5 continents, ce qui est quand même pas rien. Et donc voilà, c'est l'articulation entre la construction territorialisée
et effectivement une perspective beaucoup plus large, qui est aussi la condition pour pouvoir perdurer comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Moi, j'ai une dernière question pour conclure, parce qu'on a... Ah, pardon, excuse-moi. Non, alors j'ai pas de dernière question. Non, moi, justement, je voulais juste savoir s'il y avait des liens ou un dialogue entre le Rojava et les communautés zapatistes, en fait, tout simplement, parce que il y a quand même beaucoup de choses en commun, on va dire, enfin cette recherche autour de la démocratie, du féminisme, enfin de la multiplicité des mondes. Et je me demandais si, je sais pas, il y avait des liens, des contacts, des dialogues. Si ce voyage zapatiste, par exemple, il passe à un moment dans le nord de la Syrie, ou voilà, tout simplement. Alors le voyage pour l'instant c'est seulement l'Europe, donc après on ne sait pas, mais j'imagine que ça serait difficilement envisageable que le voyage vers les autres continents ne passe pas au Rojava. Et il y a eu plusieurs rencontres zapatistes où les Kurdes étaient présents, ont parlé, et donc il y a beaucoup de gens qui sont proches des zapatistes qui ont fait souligner ce rapprochement possible, avec certaines différences évidemment, mais bon, ce rapprochement est assez évident, et donc oui. Le contact existe. Ok, mais est-ce qu'il y a quelque chose de construit ou... à part des échanges de paroles dans des rencontres et donc, qui marquent la conscience d'une affinité dans les luttes, pour l'instant on en est là. Alors, j'ai une dernière question donc, pour conclure, sauf si quelqu'un veut conclure après moi, je ne tiens pas à conclure moi-même, mais vu qu'on a largement dépassé notre timing. Non, c'est une question un peu critique, peut-être tordue, hein, mais donc là il y a les zapatistes, donc il y a la délégation zapatiste qui vient en Europe et notamment en France. Vraiment le geste du point de vue des zapatistes, il me paraît vraiment politiquement trop malin, trop finot, de se dire on fait la conquête à l'envers, etc. Donc je trouve ça vraiment très fin politiquement, très malin, c'est ça qu'il faut faire. Et en même temps, moi je vois du côté un peu français, etc., où j'ai l'impression, mais peut-être que c'est peut-être à tort, que ça permet aussi une espèce d'exotisme révolutionnaire, où dans une situation dans laquelle on est là, dans laquelle on patauge tous, où vraiment il y a une espèce de... Enfin, je sais pas, on se mange défaite sur défaite, on est vraiment écrabouillé, etc. Et puis d'un seul coup, on a genre, heureusement, il y a des zapatistes qui viennent, c'est le rayon de soleil d'Amérique centrale qui arrive et qui va enfin nous éclairer. Et en fait, moi, à un certain point, en voyant tout ça, mais en fait, c'est un peu une manière de conjurer la question qui se pose à nous là maintenant de ce qu'on fait, quoi. Et évidemment, avec la crainte que cette délégation elle arrive et que en fait les gens sont très très contents de les recevoir, mais ce qu'ils ont à montrer c'est un constat peut-être pas d'échec complet, mais en tout cas d'écrasement considérable, et voilà, je vois un peu ces deux pans là qui me paraissent un peu compliqués, et à ça se surajoute une question qui est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, c'est que j'ai l'impression que les zapatistes ils incarnent une hypothèse politique développée et surtout commentée depuis assez longtemps, qui voudrait que, et certainement à raison, que les soulèvements et les interstices, etc., sont possibles à partir de mondes habités. Donc voilà, on voit quasiment le cliché des zapatistes qui ont un rapport culturel très fort à une certaine tradition, un rapport à la terre, etc., et que donc c'est ça un peu exactement, et c'est la même chose avec le Rojava, etc., quoi. C'est que voilà, on a des Kurdes qui depuis des années ont un rapport à leur territoire, etc. Et donc beaucoup de gens se disent en fait la clé révolutionnaire elle se situe un petit peu par là, quoi, dans des zones habitées, avec un rapport à l'histoire déjà très dense, un rapport communautaire très dense, etc. Et en fait, nous, quand on regarde ça, on peut se retrouver, on est un petit peu baba, parce qu'on est là présentement dans le 11e arrondissement, un lieu d'atomisation totale et complète, où, enfin voilà, une espèce d'enfer métropolitain comme pas possible. Et évidemment, ça renvoie à une sorte d'impuissance. Et on va pas niquer les rites animistes des zapatistes ou les us et coutumes du Rojava.
Et pour autant, j'ai l'impression que cette espèce d'image d'Épinal qui est souvent vendue sur les luttes locales, nous en France, on sort quand même d'un mouvement qui est le spontané, qui est le mouvement des Gilets jaunes, où précisément les gens ils sont venus s'ancrer pas sur des terres, pas sur des territoires, ils sont venus s'ancrer sur des ronds-points. Le rond-point, c'est vraiment le non-lieu par excellence, quoi. C'est l'endroit qui relie ton boulot au supermarché, etc. On se souvient très bien que spontanément, sans aucune consultation, les Gilets jaunes ont d'abord bloqué les centres commerciaux, etc., etc. Et donc, quelque part, nous, dans notre déréliction métropolitaine du 11e arrondissement, on peut se dire que l'hypothèse des Gilets jaunes n'invalide absolument pas l'hypothèse localiste zapatiste, mais que, en tout cas, nous, on a vu un mouvement clairement insurrectionnel qui comptait des centaines de milliers de personnes et qui ont littéralement fait trembler le pouvoir, et qui de fait se sont ancrés sur le non-lieu absolu qu'est le rond-point. Et donc j'ai l'impression que ça permet de relativiser un peu les hypothèses toutes faites auxquelles on souscrit. Ça permet de relativiser aussi le diagnostic d'écrasement que tu tout à fait, évidemment. Ah oui, non, je partage. Ils arrivent alors que nous on est écrasés et tout ça. Moi je dirais pas, je nous présenterai pas comme ça. Oui, non, j'exagérais un petit peu peut-être. Ouais. Moi j'ai un truc un peu pour dire ce que tu viens de dire. Que, en gros, bonjour, désolé, j'ai vraiment pas du tout trop assisté à la discussion, mais j'imagine que c'était incroyable. Mais que, en gros, moi, c'est vraiment pour rebondir sur ce que disait Mathieu, c'est-à-dire que, en fait, moi j'ai l'impression que peut-être c'est un truc sur lequel on bloque quand on parle des zapatistes. Parce que là, moi je suis à la parole errante et en mode, on est en train de préparer leur arrivée, etc. Avec qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on expose, etc. Et en gros, moi je travaille sur. En gros, je fais un truc d'anthropologie politique, machin, sur en gros le géopouvoir. Et en gros, cette notion selon laquelle, genre, il y a un lien très fort entre les imaginaires politiques et les formations géologiques. Et en gros, c'est un peu en lien avec ce que tu disais, à savoir que, si on part du 11e arrondissement ou de la métropole de manière générale, en fait, on arrive très rarement à avoir un rapport politique vraiment profond, un peu historicisé à ce de quoi on parle, de là où on parle. Et que, en vrai, du coup, la manière qu'on a de voir la question zapatiste, ou même, moi je vais partir à la frontière avec la Syrie, turco-syrienne, genre dans quelques mois, et pour travailler sur ces trucs-là, justement. Et que, justement, en fait, on a du mal à se saisir de cette question-là, parce que, justement, ça nous paraît trop circonscrit à qu'est-ce qui se passe là-bas. Historiquement, c'est quoi le lien qu'ont les populations avec l'endroit où ils vivent, et même pas juste d'une manière un peu, un peu poétique, quoi, mais vraiment d'une manière comment tu vis, pourquoi. Moi, particulièrement, je travaille sur genre les cavernes de calcaire dans lesquelles les PKK sont organisés, etc. Et que du coup, c'est vraiment super compliqué de réussir à saisir cette question-là sur un autre truc, pas un truc de fantasme, mais un truc de, nous, cette réalité-là, on peut pas vraiment la voir et la faire nôtre, quoi, parce que, effectivement, il y avait le truc des ronds-points qui sont vraiment un lieu apolitique de base. Moi, je viens d'une campagne périurbaine à la base. Et genre, vraiment, les ronds-points, j'étais en mode, ok, ça va au rond-point de la Cavaille à Bergerac pour aller au Grand Frais et choper des bails. Vraiment, il n'y a pas de potentiel insurrectionnel là, quoi. Et du coup, c'est pour ça que moi j'ai surkiffé les Gilets jaunes. Vraiment, dès les premières semaines de novembre, là, j'étais en mode, c'est carré en fait. Mais du coup, il y a vraiment cette tension-là qui est super difficile à saisir. Et c'est pour ça que nous, à la parole, ça fait quelques semaines, quelques mois que du coup, on discute des zapatistes et de qu'est-ce qu'on fait quand ils arrivent, machin. Et que les gens, ça parle chinois. Ça arrive pas. Ah, pardon. Vraiment, juste, c'est un mode, on sait pas quoi faire. En même temps, peut-être qu'il y a un truc où les gens sont pas forcément au point sur qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle, etc. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi ce truc-là qui est de, nous, l'hypothèse localiste, en France, à Paris particulièrement, c'est genre des projets d'avoir des lieux, de tenir des trucs de formation, machin, ou des trucs un peu événementiels, machin. Mais sinon, vraiment des trucs organisationnels forts et qui proposent une hypothèse en acte, de fait, il y en a très très peu, voire pas du tout en fait. Et du coup, moi, c'est un peu ce truc-là qui me pose question. Moi, je suis archi intéressée par. J'ai bien aimé lire tes bouquins et tout. Mais je suis en mode. Arrêtez de vous moquer de moi, s'il vous plaît. Mais du coup, juste, je me dis. Merci, c'est gentil. N'hésitez pas.
Mais que du coup, voilà, moi c'est un peu ce truc-là sur lequel je bute en ce moment, quoi. C'est que je me dis, bah en fait, est-ce qu'on pourra réussir à parler des mêmes choses, même sur des horizons différents, ou est-ce que, genre, on part de réalités qui sont beaucoup trop distinctes et éloignées, quoi. Est-ce qu'on peut synthétiser la question pour faire la question finale et dire qu'est-ce que toi t'attends de. Enfin, non, mais sans vouloir travailler sur ce que tu dis, et toi, qu'est-ce que toi t'attends de ce voyage en fait? Non, mais peut-être c'est une question de merde, t'es pas obligé d'y répondre. Non, mais bon, j'ai pas grand chose à répondre à tout ce que vous avez dit, c'est des interrogations qu'on a, et moi-même j'ai aucune idée de comment les choses vont se passer dans ce voyage et dans les rencontres qui vont se nouer. Mais bon, c'est très bien aussi comme ça. Enfin, voilà, c'est. Alors, dans l'analyse que tu avançais, c'est sûr qu'on voit plus directement la correspondance entre l'autonomie zapatiste et ce qu'on pourrait appeler ici une hypothèse communale. Je dirais pas forcément localiste, parce que localiste au sens où c'est ancré dans des lieux de vie, dans des lieux communs, etc. Mais c'est une hypothèse communale. Bon, d'ailleurs, on essaiera peut-être de réfléchir à cette question-là quand ils seront là. Mais encore une fois, les zapatistes ne proposent pas une solution, ils ne proposent pas ni une méthode, ni une solution, ni une voie. Enfin, et donc, a priori, on voit aussi les correspondances avec les Gilets jaunes. Bon, finalement, il n'y aura peut-être pas autant de rencontres avec les Gilets jaunes que ce qu'on aurait pu espérer. Mais bon, si ça peut se faire, si ça a du sens, évidemment. Et encore une fois, parce qu'ils ne proposent pas de reproduire leur expérience. Et si les formes de communauté ici, elles doivent se retrouver sur des lieux, a priori, qui sont justement des non-lieux comme les ronds-points, bah, c'est parce que ça dit quelque chose aussi de notre réalité. Mais c'est des lieux qui sont a priori des non-lieux, mais qui ont quand même été les lieux de cette expérience de la communauté. Donc c'est ça qui est le plus important. Ce que je veux, c'est que la question ne se pose pas aux zapatistes, elle se pose à nous. Oui, elle se pose à nous. Mais oui, mais c'est parce qu'on fantasme aussi de ce que, sur le fait de ce que ça signifie de se mettre nous en face d'eux. Voilà, c'est un problème à nous, effectivement. Et peut-être qu'on arrivera à le résoudre au fil des rencontres du voyage. Et bien parfait, on est bon, on a dépassé tous les chronos, mais... Je peux juste dire un truc, désolé. Je suis très stressée de parler, donc désolé si c'est un peu genre un fouillis incompréhensible, mais... Enfin, je pense que... au-delà peut-être du lieu, il y a cette idée, je pense, chez les zapatistes que je connais depuis très peu longtemps, donc je suis vraiment néophyte là-dessus, cette idée de la multiplicité des mondes, en fait. Et que dans le fait de les rencontrer, du coup, il va y avoir beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes contextes, on n'a pas les mêmes expériences, on n'est pas ancré dans les mêmes choses, mais peut-être il y a quand même quelque chose qui peut se passer, parce que l'idée, c'est de faire cohabiter tout ça, en quelque sorte. Oui. Voilà. Et peut-être aussi après de tramer quelque chose entre des luttes qui sont extrêmement diverses. Et donc, oui, diversité... Donc voilà, pour eux, c'est un monde où il y a place pour de multiples mondes. Bon. Et donc ça veut dire que les formes de lutte, les expériences, elles sont multiples. Mais si on veut construire une force qui soit un peu plus grande que celle qu'on a jusqu'à présent, bah, c'est effectivement en rencontrant d'autres luttes, d'autres expériences, y compris sur d'autres continents, et de tramer quelque chose avec eux, malgré des différences, et des différences énormes, des différences culturelles, anthropologiques, ontologiques, tout ce qu'on voudra. Mais voilà, c'est simplement ça peut-être ce qu'ils viennent nous dire, c'est simplement ça, c'est dans quelle mesure on est capable de tramer quelque chose qui puisse renforcer notre force collective avec des univers qui sont complètement différents, qui ont des traditions de lutte différentes, qui vivent dans des mondes qui sont complètement différents, qui envisagent aussi ce qu'ils ont envie de faire selon des modalités qui sont elles-mêmes extrêmement diverses. Et que ça va très bien d'en finir avec l'universalisme. En fait, c'est ça. C'est ça. Il faut en finir avec l'universalisme, mais en même temps, sans s'enfermer justement dans des particularismes, des particularités locales, ethniques ou tout ce qu'on voudra. Et voilà, c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de faire depuis 1996, la rencontre intergalactique en 1996. Bon, bah, c'est appelé effectivement à nouer davantage de liens, d'échanges, et d'interconnexion entre des mondes qui s'ignorent un peu trop, quoi. Et puis qui ont pourtant un petit quelque chose à faire ensemble. Donc voilà, c'est un exercice de confrontation à la différence, des différences qui sont majeures, qu'on va avoir à faire en fait. Et ben on peut terminer là-dessus.
Merci beaucoup Jérôme. Oui, tu as été cuisiné par pour faire ça. C'est maintenant qu'il faut commencer à filmer parce que ça va devenir intéressant. Mais est-ce qu'il attend